Le mec qui installe Windows en bare metal sur des serveurs? Le mec qui fait des vidéos sur comment personnaliser en profondeur Windows? Il passe sur Linux? Effectivement, vous ne rêvez pas, moi, la personne qui a toujours refusé d'utiliser Linux auparavant, bah je me retrouve bien con. Pour vous dire, cette vidéo, elle a pris racine en 2021. Et depuis, j'ai écrit un script et j'ai dû tout refoutre à la poubelle parce que c'était juste trop long. Ça fait vraiment longtemps pour le coup que j'ai envie de vous parler de ce sujet, donc aujourd'hui, on va voir comment j'ai passé mon PC principal sur Linux. Déjà, il faut savoir que ça fait vraiment longtemps que j'utilise Windows. J'ai commencé avec Windows XP, puis Windows 7, Windows 8, Windows 10, et maintenant Windows 11. Ça fait vraiment longtemps que j'y suis habitué, et pour le coup, la direction qu'a pris récemment Microsoft avec Windows, ça me plaît juste vraiment pas. J'avais écrit des pages entières sur ce que je vais vous dire maintenant, mais je me rends compte que ça fait vraiment le vieil homme qui hurle sur les nuages. Du coup, on va faire simple. Numéro 1, Windows est devenu un OS qui t'espionne absolument partout, bien plus que nécessaire. Numéro 2, Windows est en train de partir dans une direction où l'OS il est bourré d'IA. Ça franchement ça me plaît pas. Numéro 3, Windows est une merde qui bug tout le temps. Sans déconner, à chaque fois que je fais une install propre de Windows, au bout de 3 mois, il est complètement chibré le machin. Numéro 4, les mises à jour sont infernal. Numéro 5, Windows est plein de merde. Quand je paye une licence Windows à 239 €, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait Candy Crush ou LinkedIn dans le menu démarrer. Numéro 6, toujours plus d'espionnage. Il n'y a qu'à regarder l'OBE, il faut tout le temps refuser des pop-up, c'est l'enfer. D'ailleurs, en parlant de ça, numéro 7, non, je ne veux pas connecter mon compte Microsoft à mon ordinateur, et non, je n'ai pas envie que vous récupériez mes données de cette manière. Et accessoirement, surtout depuis récemment, arrêtez de vouloir me forcer à utiliser un compte Microsoft, c'est non. Numéro 8, avec le fiasco de Recall, je ne veux pas que mon OS prenne des captures de mes écrans toutes les 10 secondes. Numéro 9, Copilot est partout. Même dans le bloc-notes. Numéro 10, même quand je veux télécharger un autre navigateur que Edge, Microsoft fait en sorte que ça soit le plus lent possible en ajoutant le plus d'animations lentes possible, juste pour me retarder. Numéro 11, l'interface qui change tous les 5 ans. Je venais de m'habituer à Windows 10, bordel. Et oui, je sais que tu peux désactiver plein de trucs, je sais que tu peux débloat Windows, je sais que tu peux avoir la version LTSC. Mais j'en ai juste ras-le-bol en fait. J'en suis à un point où ça m'énerve profondément d'utiliser Windows, parce que ça m'empêche d'être productif. Je veux juste plus utiliser cette merde. D'ailleurs, pour ceux qui vont poser la question, j'ai un Mac, c'est pas le problème. Le problème c'est que je trouve que l'interface de macOS sur un desktop, c'est juste pas possible. Mon avis c'est que ça va super bien pour un ordi portable, mais pour un ordi fixe, c'est juste l'horreur. Et puis il faudrait que je vende mon PC fixe pour acheter un Mac plus puissant, et puis si ça me plaît pas que je veux revenir en arrière, il faudrait que je revende le Mac pour racheter un PC. Non. Il me fallait un OS qui tourne sur mon PC actuel, mais qui ne soit pas la merde qu'est Windows. C'est pour ça que j'ai choisi Linux. Linux, en vrai, ça représente beaucoup en ce que je crois. Les logiciels libres, j'adore. Le fait de bidouiller son OS, j'adore. Et ça nous amène à un autre point aussi, c'est que j'ai envie d'utiliser Linux. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'utilise souvent cet OS dans mon home lab, je m'en sers comme serveur. Et j'avoue que j'aimerais bien apprendre à l'utiliser en profondeur. J'adore bidouiller, j'adore comprendre comment il y a un truc qui fonctionne. Et du coup, installer Linux sur mon PC principal, je trouve que c'est le meilleur choix. C'était donc en gros mes motivations. Marre de Microsoft et de ce qu'ils font, envie de beaucoup bidouiller et de beaucoup apprendre, j'installe Linux. Et franchement, ça fait déjà bientôt 1 an que j'utilise cet OS sous différentes formes, et je dois dire que j'ai beaucoup appris. Maintenant, je suis plutôt à l'aise sur un Linux, et franchement, j'adore. Alors du coup, c'est bien, j'installe Linux, mais maintenant la question tant attendue, qu'est-ce que je choisis comme distribution ? Au début, pour le coup, j'ai donné beaucoup d'importance à cette question, mais vous allez voir que c'est très peu important au final. Attention, trigger warning, ça va être oversimplifié. Globalement, dans le monde utilisable de Linux, tu as des OS dans l'OS. GNU Linux, c'est le noyau, et après tu peux choisir des packages logiciels. Pour simplifier, les 3 plus gros, c'est Debian, Red Hat, et Arch Linux. En gros, Debian, c'est la stabilité. C'est là-dessus que sont basées beaucoup de distributions comme Ubuntu, Linux Mint, Pop! OS. Après, t'as Arch Linux. Alors lui, il est tout le temps à jour. Bon, il est un peu plus compliqué, on est d'accord. Mais l'avantage, c'est que tu peux faire ce que tu veux avec. C'est sur Arch que sont basés SteamOS, Endeavour OS et Manjaro, par exemple. Et puis après, t'as Red Hat, qui est un petit peu entre les deux, et sur quoi elles sont basées CentOS, Fedora, Alma Linux, etc. Et en plus de ces distributions, tu trouveras souvent des interfaces graphiques. Par exemple, Ubuntu, il est connu pour utiliser GNOME, Linux Mint, c'est Cinnamon, etc. Bon, moi, du coup, en 2021, j'étais étudiant en informatique, et ça m'allait bien d'essayer Linux. Du coup, j'ai installé Manjaro. Manjaro, qui est basé sur Arch, le truc un peu compliqué là.
Ouais, ça commençait bien. Sans le faire exprès, je suis directement parti en mode hardcore. Et c'est bien simple, je ne connaissais aucune commande dont j'avais l'habitude. J'étais habitué à Debian, moi, pas Arch. Et surtout, à l'époque, j'étais vraiment chiant sur ce que devait faire mon PC. Pour le coup, dès que mon PC il voulait pas faire un truc que je voulais qu'il fasse, pour moi, c'était un red flag. Vous vous doutez donc que mon install de Manjaro, elle a pas duré longtemps. Effectivement, elle a duré un soir. Mais c'est pas grave, j'avais goûté à Linux. Donc, de retour sur Windows jusqu'à mon prochain essai en septembre 2023 cette fois. Windows avait encore une fois dû me saouler, donc j'avais essayé d'installer PopOS. Cette fois, PopOS c'est basé sur Debian, c'est plus orienté débutant. Donc pour le coup, j'ai installé ça. Et surtout ce coup-là, je voulais vraiment faire les choses bien, donc j'ai même acheté un disque dur dédié pour Linux. Voici donc les images. Il me reste plus qu'un truc à faire, c'est de télécharger PopOS. Je vais donc télécharger PopOS en version Nvidia bien évidemment. Donc voici mon disque. Comme disait l'autre à une main, c'est compliqué. Parfait. Je me disais, si mes souvenirs sont bons, ça va être chiant. Le fun, c'est qu'il va falloir enlever la carte graphique parce que tout le shroud des M2 est en dessous. Vas-y, c'est l'enfer, gars. Ça me semble un angle tout à fait parfait pour travailler sur son PC. Mon cousin, le NHD15, il est poussière, mais ça va, hein. Est-ce que je vais pouvoir appliquer de la force sur cette merde? Ah, ça, c'est encore un truc super bien designé, hein. Oh, ça, je l'ai eu, là. Ça fait scrunch. Oh, putain. Super pratique, en tout cas, vraiment. Ça, j'adore. Oh. Bah... Bah moi, au moins il fera plus chier, hein, ça j'en suis sûr. En vrai ça m'arrange hein, si ça lock pas. Mais franchement. Ah non, tu restes là toi. Bon, c'était la galère. Mais normalement, voilà. Alors il y a un truc qui va être compliqué à faire fonctionner sur PopOS. C'est ça là, c'est mon Stream Deck. Je ne sais absolument pas comment je vais m'en sortir, mais... j'espère que je vais m'en sortir. Je vais faire l'installation complète de PopOS. J'installe OBS et après, on s'y met. Bon, premier truc que j'ai voulu faire, c'est mettre à jour les drivers Nvidia, et j'ai Vernum, donc je pense que l'ordi fonctionne. Genre, waouh. Ça a l'air bien freeze quand même, hein. Ouais, ça se voit que j'y connaissais pas grand chose. Bon, faut dire, PopOS qui freeze dès l'install, ça a pas aidé. À ce moment-là, je me suis donc sûrement dit que Linux était pas fait pour moi, et je suis retourné sur Windows. Jusqu'à la prochaine tentative en novembre 2023. Cette fois, les tentatives se rapprochent parce que je devais vraiment plus en pouvoir de Windows. L'heureux élu, cette fois, c'était Linux Mint. Voici la seule photo que j'ai de l'install. J'ai quand même filmé ce magnifique bug. Quel plaisir. Et puis, tout s'est arrêté à ce moment-là. C'est un peu étrange comme... Des fois le signal revient, des fois il s'en va, là, et là il fait ça. Je sais pas ce qui a causé ça, le machin s'est chibré tout seul. Du coup, retour sur Windows. Jusqu'en décembre 2023 où cette fois j'ai essayé un autre Linux Mint. Ça a pas dû être fameux parce que j'ai vraiment rien filmé pour le coup, ça c'est la seule photo que j'ai. Voilà, c'est vraiment aléatoire. Bon, prochaine tentative, on est cette fois bien plus tard, on est en novembre 2024, et j'ai installé Kubuntu, ou Kubuntu, je sais pas, vous appelez ça comme vous voulez. Et cette fois, j'ai vraiment fait un effort, parce que à l'époque, les drivers Nvidia, ils étaient vraiment dégueulasses sur Linux, du coup, j'ai fait exprès, rien que pour Linux, d'acheter un GPU AMD. J'ai acheté cette magnifique 6700 XT de chez Radeon, et comme quoi j'avais vraiment envie de passer sur Linux. Bon, donc nous voici le 29 novembre, au moment où je tourne ça, donc oui, effectivement, c'était il y a bien longtemps pour vous. C'est magnifique, j'ai encore toutes mes applications, et il est l'heure de switcher sur Linux officiellement. J'ai tout ce qu'il faut, et surtout, j'ai mon nouveau GPU de substitution. Petite affaire sur le bon coin, vous me connaissez maintenant. Voilà, la 6700 XT que j'ai acheté pour 200 balles. C'est pas mal en vrai. Je l'ai pas encore testé, voilà, ça va être en plus le test grandeur nature de cette carte. Donc écoutez, on se retrouve en bas, on la switch dans mon PC. D'ailleurs, en descendant, je viens de me rendre compte que le sticker de garantie, il est percé, donc elle a déjà été ouverte. Voilà, j'espère que la personne qui a fait ça n'a pas tout déglingué. Je possède aussi mon SSD de 2 Tera qui était dans mon NAS avant et qui va nous servir ici comme disque de boot. N'étant pas pour l'instant, à l'heure où je fais cette vidéo, commit complètement à passer sur Linux, voilà, c'est mieux d'avoir un deuxième disque. Voilà, donc là ça va être un challenge parce qu'il faut que j'ouvre le PC qui est sur le côté là-bas, donc je pense que lui il va dégager vite. Bon, malheureusement, par contrainte de place, je suis obligé de faire comme ça. Tout va bien, pas de panique, ne vous inquiétez pas. Dites bonjour à la nouvelle. Ah putain, c'était sûr. Ça va, oula, non ça va pas là. Bon, j'ai bataillé, mais croyez-moi, tout est là, tout est branché de l'autre côté, donc on est parfait. J'ai pas entièrement pour l'instant encore complètement confiance en ça, surtout en cette carte que je ne connais pas, donc je vais allumer mon PC, voilà. J'espère qu'à 0 c'est bien, j'ai pas d'écran, donc je vais aller voir là-haut, hein. Bon écoutez, ça a l'air plutôt concluant, bon certes j'ai pas de pilote graphique, mais c'est concluant. Donc ça me va. Bon écoutez, pendant que je remettais le PC, visiblement Windows Update a téléchargé des drivers, puisque mes 3 écrans sont montés nickel. La preuve, la 3070 elle est juste ici, et tout a l'air de fonctionner. Si je regarde un petit coup, déjà j'ai bien le disque SATA qui est apparu ici, donc ça c'est très bien. Et surtout j'ai bien une 6700 XT, c'est parfait. Juste pour être sûr que ce soit pas un truc pourri, on va lancer une application 3D. Et ouais, franchement ça
a l'air de tourner nickel, aussi bien qu'une 3070, voilà, on a bien la 6700 XT qui est reconnue là-haut. Donc ouais, c'est parfait. Nickel. Bon bah maintenant, Linux. Oh, ouh, ça c'est moche. Oh, la dégradation du logo, elle est horrible. Ouh, j'ai les 3 écrans. Ouh, alors là, il n'y a plus qu'à faire installer. Et on est pas mal. Mais pareil, ça a pas duré. Alors, nouvelle tentative en février 2025 cette fois. Mais cette fois, j'ai vraiment essayé d'être sérieux pour le coup, parce que je voulais pas vous faire une vidéo en vous disant « je passe sur Linux », tout ça pour retourner sur Windows 2 semaines après. Donc cette fois, objectif, 3 mois sur Linux. Je voulais utiliser Linux en daily 3 mois sur mon PC principal. Et pour ça, j'ai choisi Fedora. Nous sommes le 23 janvier actuellement, voilà. Donc c'est très simple, j'ai ma clé USB avec mon Ventoy. Et puis allons-y, c'est parti. C'est le grand moment, et il n'y a plus qu'à... hein. Donc on voit qu'il y a des restants vraiment dégueulasses de Pop! OS par exemple dans mes disques. Ah, c'est affreux. Et donc Fedora, hop, et hop. De toute façon, je vais pas réinventer la roue, hein, c'est une installation de Linux. Ah, il est où mon SSD de 500 Go? Putain, je l'avais enlevé. Oh merde. Oh non, déconne pas, je l'ai mis dans mon PC portable et du coup ça c'est l'ancien. Oh putain, mais je suis trop con, c'est pas possible. Ah puis j'ai pas envie d'aller le remettre maintenant, faut enlever la carte graphique, faut... Oh. Bon bah c'est visiblement reparti pour l'enfer, et fait chier. Quand je vous parle de l'enfer, c'est que mon PC est ici, dans la cave. Ceux qui avaient vu la vidéo, voilà, c'était pour éviter qu'il y ait de la chaleur et du bruit. Alors ça marche super bien. J'utilise d'ailleurs ces câbles DisplayPort que vous voyez en fait fibre optique ici qui remontent jusqu'à mon bureau. Le problème c'est que dès que j'ai envie de faire une modif ou de l'allumer ou des trucs comme ça, bah je dois trouver des moyens un petit peu, voilà. Pour l'allumer d'habitude j'utilise le Wakelan et j'espère que le Wakelan va marcher sur ce merdier. En tout cas sur Fedora. Et pour changer du hardware, bah vu que c'est un peu mal branlé, et bah à chaque fois je galère parce que j'ai pas envie de tout débrancher. Il y a les téléphones partout, putain. Un jour, on rangera la baie, hein, parce que là, ça commence à être absolument terrifiant ce que je fais. En fait, c'est juste mal branlé. J'aurais pas dû mettre la batterie de secours ici, j'aurais pu le foutre à plat. C'est juste mal branlé et j'en prends l'entière responsabilité. Alors, c'est terrifiant comme il tient le PC. J'ai mon PC avec la Radeon, mais surtout, Kingston 2 Tera, ça. Oh. D'accord. En fait, je peux l'installer sur le volume de 2 Tera, je m'en fous complètement. Mais je suis con, je me souviens même pas de ce que j'ai fait. Je vais pas te le cacher, ça m'arrange énormément. Parce que ça veut dire que je peux remonter. Donc le but, c'est de ne pas perdre de données. Un 82 ou un 86. Alors l'avantage, c'est que je viens de filmer l'étiquette, donc je peux aller regarder sur mon téléphone lequel est lequel. Et je suis super con, je viens de me rendre compte que c'est marqué, en fait, ça c'est 2 NVMe, et ça SDA, SDB, SDC, donc c'est les SATA. Et en SATA, j'en ai qu'un qui fait 2 Tera, c'est donc celui-là. Automatique, on va faire confiance à l'installateur, hein. Et c'est mardi. On va laisser faire et on se retrouve sur le bureau. Tac. Je vais commencer donc par les bases. En fait, j'ai vu que sur le GitHub de Adrien Linuxtrix, il y avait des scripts justement pour Fedora qui permettaient de le customiser relativement proche que moi ce que je voudrais en fait. Donc je vais aller télécharger ça tout de suite et je vais faire exactement la même chose pour la plupart des packages. Parce que voilà, de base lui son script d'installation de Fedora, il installe plein de trucs qui moi me vont très bien. Et en plus on peut le customiser. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais aller éditer les listes de ce qu'il installe. Je vais mettre voilà ce que je veux là-dedans et puis je vais l'exécuter. Donc voilà, j'ai fait mes modifs, maintenant je vais pouvoir directement exécuter son petit script. Voilà, et là j'en ai pour, je dirais, allez, un petit quart d'heure pour voilà, mettre à jour le système, installer tous les paquets qu'il faut, voilà, faire un bon clean. Pendant ce temps-là, moi je vais configurer mes écrans, clavier, souris, tout ça, enfin vraiment la base. Et je vous reprends. Et nous revoici sur le bureau de Fedora. Et comme vous pouvez le voir, je me suis permis d'un petit peu avancer sans vous. En fait, on est un week-end plus tard de ce que vous venez de voir. Et voilà, j'ai commencé un petit peu à avancer. Alors ce qui est drôle quand même, c'est que mon premier ressenti avec Linux, c'est que setup un ordinateur, vous savez, réinstaller tous ces logiciels, faire ses configurations, moi sur Windows ça me prend un après-midi, là ça m'a pris 2-3 jours quoi, voilà, littéralement. Donc voilà, c'est à peu près comme je le veux, enfin vous verrez que pas complètement. Fedora qui tournait pas si mal puisque je suis même arrivé à faire tourner des jeux Ubisoft dessus. Et voici d'ailleurs un petit exemple de Uno qui tourne sur Fedora, sur Linux. Avec ça, pitié qu'il y ait plus de... Et merde. Puis après ça, du coup, sans repasser sur Windows, j'ai réinstallé Fedora, mais en version KDE, parce que j'en avais un peu marre de GNOME, pour le coup. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit que j'aimais pas macOS sur desktop. Du coup, c'est pareil, GNOME, j'aime pas ça sur desktop. Sans déconner, l'explorateur de fichiers, il est trop simplifié. Il manque des trucs, là, les gars. Bref, du coup, je suis reparti sur une autre installation de Fedora, mais cette fois, la KDE édition. Fedora... Oh... c'est moche. Et pour le coup, pour une fois, mon essai n'a pas duré 2 jours, mais 1 mois et demi. Ah, comme quoi je m'améliore. Le 12 mars 2025, c'est le jour de mon 7e abandon et retour sur Windows. Mais Windows me gonflait vraiment toujours autant, hein. Alors naïvement, je me suis dit que c'est l'installation de Windows que j'avais déjà depuis pas mal de temps qui buguait et qui était chiante. Du coup, j'ai réinstallé Windows en pensant que ça allait mieux aller. Quelle
naïveté. Là pour le coup ça y est, j'étais lancé, j'avais pris goût à Linux. J'avais vraiment appris plein de trucs et j'étais de plus en plus confiant. Et il faut dire que Windows me cassait de plus en plus les couilles. Et donc c'est à ce moment-là que je suis enfin passé sur ma distribution actuelle. Debian. J'en ai eu certains ou pas là? Oui, Debian, le truc de base là, la mère de beaucoup de distributions. Je me suis rendu compte que ce que je voulais c'était juste un OS qui marche avec pas plein de merde dedans, juste les trucs que je choisis d'installer. Et le problème c'est que je choisissais uniquement mes distributions basées sur le GUI, donc vraiment l'interface du bureau. Sauf qu'en regardant de plus près, c'est la magie de Linux, tu peux globalement installer n'importe quel environnement de bureau sur n'importe quelle distribution Linux. Et surtout sur Debian c'est très facile puisque dans l'installateur de Debian, eh ben, tu peux choisir quel environnement de bureau tu veux installer. Bah c'est génial. Je vois vos commentaires arriver, je sais très bien que sur Debian tu retrouves des paquets qui ont entre 6 mois et 2 ans de retard sur le reste. Mais ça, c'est la clé pour de la stabilité. Et franchement, je préfère avoir le PC le plus stable possible. Et non, du coup, malgré la petite blague, je vais pas mettre Arch, hein, je tiens à ma santé mentale. Le problème avec Arch, c'est que si tu le mets pas souvent à jour, le machin il se brique tout seul. Petite preuve d'ailleurs, j'ai créé une VM sur Arch Linux et je l'ai laissé éteinte pendant une semaine. Hier je la rallume, j'essaie de faire une mise à jour, elle ne démarre plus. Voilà, donc je ne veux pas ça sur mon PC principal, non. Moi mes critères pour Linux, c'est que je voulais vraiment le truc le plus stable possible, et avec KDE parce que c'est l'environnement que je préfère et qu'il est personnalisable. Debian KDE. Et c'est donc cette distribution que j'ai choisi de lancer le 21 juin 2025. À l'époque, c'était Debian 12, donc je vais vous la faire courte, hein. Debian 12 est encore un poil limité, donc j'ai reswitché, mais quand j'ai pu essayer Debian 13 le 13 septembre 2025, tous ces problèmes ont disparu. Et donc cette fameuse installation du 13 septembre 2025, eh bien c'est mon installation actuelle que vous voyez là. Au début, j'avais laissé ma carte graphique Nvidia dans mon PC, et franchement ça marchait super bien. Récemment, il y a eu des mises à jour des drivers Nvidia qui font que franchement maintenant ça va tout seul sur Linux. Hein. Le seul truc qui allait pas, c'est que vu que ma 3070 n'a que 2 ports DisplayPort, et que je vous rappelle, j'ai des câbles fibre optique DisplayPort pour alimenter mes 3 écrans, il a fallu que je branche le 3e DisplayPort sur ma carte mère. C'est déjà ce que je faisais sur Windows, hein, et pour le coup ça marchait pas si mal, mais si je mettais mon PC en veille, le 3e écran il revenait jamais quand tu réveillais le PC. Du coup, au bout de 2 mois, j'ai remis ma carte AMD comme actuellement. Allez, ça fait 2 mois que j'utilise Linux, donc la 3110 elle s'en va, et je remets la Radeon. C'est donc reparti avec la carte AMD, hop. Oh, ça bloque là maintenant? Oh putain c'est chiant. Bon ça y est, ça remarche et surtout ça marche avec le GPU AMD impeccable. J'ai eu quand même la petite surprise du coup, comme vous avez pu le voir, de découvrir que du coup les drivers AMD n'étaient pas du coup présents dans l'OS vu que je les ai pas installés, enfin j'ai pas installé l'OS avec le GPU AMD. Donc c'est ce que j'ai dû faire, j'ai dû télécharger tous les paquets pour que ça fonctionne, voilà, et puis ça a fonctionné. Bref, autre choix dont je vous ai pas parlé avant et qui peut être assez controversé que j'ai fait, c'est pour mon compositeur. Alors pour ceux qui savent pas, sur Linux t'as globalement 2 compositeurs majeurs, t'as le vieux X11 et tu as Wayland. L'industrie elle tend à aller vers Wayland, le compositeur qui est plus jeune, plus frais, plus optimisé, plus performant. Et moi j'ai choisi X11, ce bon vieil X11. Mais c'est pas pour rien, c'est juste qu'avec mes précédentes tentatives d'utiliser Linux, j'avais toujours utilisé Wayland justement. Et le problème avec Wayland, c'est que pour l'instant, aujourd'hui, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, le 22 décembre 2025, Wayland est juste chiant. Tout simplement parce que pour moi, Wayland, il manque de beaucoup de trucs. Déjà, premièrement, Wayland est beaucoup plus instable que X11, même si ça commence à s'améliorer. Mais surtout, Wayland manque de fonctionnalités qui sont vraiment cruciales selon moi, comme par exemple les raccourcis clavier globaux. Alors ça, c'est un truc sous couvert de sécurité de la part des développeurs de Wayland. En gros, tu n'as pas le droit d'intercepter un raccourci clavier qui est fait dans une autre application. Par exemple, genre si tu t'es pas en focus sur Discord, tu peux pas faire de raccourci clavier pour couper ton micro par exemple. Dans Wayland, t'as juste pas le droit. Alors sur les forums, ils vont te dire oui, mais c'est pour la sécurité, c'est pour éviter les keyloggers. Alors, c'est juste chiant, je vous le dis tout de suite, hein. Normalement, l'esprit Linux, c'est qu'on ait le choix de faire ce qu'on veut, et là, il y a des mecs random dans une cave qui essayent de développer Wayland qui disent non, vous avez pas le droit, laissez-moi choisir, bordel. Il y a des mecs vraiment qui débattent de ça depuis des années sur des forums, c'est ouf quand même. Bref, il y a ça, il y a le fait aussi que les partages d'écran, globalement, mais surtout sur Discord, c'était une vraie tannée il y a encore quelques mois. Alors franchement, récemment, ça s'est vraiment amélioré pour le coup, mais voilà, Wayland c'est quand même un peu spécial. Et surtout, la prise de main à distance sur son PC,
toujours sous couvert de sécurité, bah c'est super compliqué Quelland. Pour me connecter à mon PC, AnyDesk marche pas, TeamViewer ne marche pas, Parsec ne marche pas, RustDesk commence tout juste dans sa version Nightly à le supporter, mais encore. Et le plus gros problème, c'est que tu n'as pas ce qu'on appelle le Unattended Access, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se connecte avec RustDesk par exemple à ton PC, tu es obligé d'accepter la connexion dans une petite fenêtre Wayland. Alors oui, c'est super sécurisé, mais qu'est-ce que c'est pratique quand j'ai envie d'accéder à mon PC que je suis pas devant pour cliquer sur oui. Bande de cons! Et je vous vois venir, mais non, la petite coche pour le bureau à distance dans les réglages de KDE, ça marche pas mieux, c'est vraiment tout pourri. Ça essaye de faire du VNC-RDP dégueulasse et ça n'a jamais marché pour moi. J'ai essayé sur toutes les distributions que j'ai eues, ça n'a jamais marché ce truc. Donc oui, pour l'instant, je suis sur X11. Alors j'ai bien conscience que c'est un projet qui tombe à l'abandon actuellement et que c'est pas du tout le futur c'est Wayland, mais je préfère quand même attendre encore 1 ou 2 ans avant de switcher sur Wayland, le temps par exemple qu'ils ajoutent les fonctionnalités un petit peu cruciales, je sais pas. Et oui, de toute façon, apparemment Wayland est mieux pour les jeux, pour les applications graphiques, tout ça, parce que tu as moins de tearing sur l'écran. Franchement, moi je m'en rends pas tant compte que ça, parce que les jeux auxquels je joue, bah c'est pas des shooters, donc j'ai pas besoin d'une précision extrême. Puis franchement, c'est pas non plus horrible, genre si tu me fais pas une comparaison avec 2 écrans à côté, je vois pas qu'il y en a un qui lag plus que l'autre. Bon, assez parlé de tout ça, je pense que vous avez envie que je vous présente mon installation Linux finale. Donc on va passer directement sur mon PC sans facecam, je pense que ce sera mieux pour vous rendre un petit peu mieux compte de ce que j'utilise. Donc voici déjà bien sûr l'écran des bandeurs de Linux. Voilà, le Fast Fetch. C'est magnifique, comme vous voyez, bah du coup, c'est le PC que j'utilise depuis très longtemps. J'ai toujours mon i9 12900K, enfin bref, voilà, tout fonctionne parfaitement. Et c'est juste que du coup, j'ai une 6700 XT, voilà, à la place de ma carte Nvidia. Du coup, pourquoi je tiens absolument à utiliser KDE? KDE, tout simplement, bah déjà, ça ressemble pas mal à Windows 10, qui était un design qui est franchement, bah voilà, plutôt sympa. Vous voyez que c'est très familier. Comme je l'ai dit, tout ce qui est Cosmic, GNOME, XFCE, tout ça, je suis vraiment pas fan. Je trouve que KDE est vraiment, bah du coup, très Windows-like et surtout très personnalisable. Tout simplement, si je voulais le menu démarrer, déjà, bon, vous voyez, il ressemble à ça, mais surtout si je vais dans les paramètres du système, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'utilise pas ce fond d'écran absolument égocentrique tout le temps, hein, c'était juste pour la vidéo. Habituellement, voilà, moi, j'utilise, hop, l'image du jour de Bing, et oui, c'est encore un truc de Microsoft que j'utilise, voilà, c'est juste que elle était un peu dégueulasse, l'image du jour, en tant que fond de vidéo, donc voilà, j'avais juste changé, mais voilà, d'habitude, en fait, ça change tous les jours, exactement comme sur Windows, et ouais, je trouve ça relativement sympa. Donc voilà, l'avantage de KDE, c'est que c'est extrêmement personnalisable, on peut faire plein. Alors je vais pas vous présenter KDE, hein, c'est juste que voilà, on peut faire énormément de changements dans tous les sens et il y a rarement un environnement de bureau qui permet de faire autant de personnalisation. Donc voilà, KDE, et puis je trouve que c'est plutôt clean, et puis voilà, c'est juste que c'est mon préféré parce que voilà, on peut beaucoup le personnaliser et parce que je le trouve très clean. Et parce qu'il se rapproche aussi beaucoup de Windows que je connaissais bien. Comme vous voyez, j'ai quelques applications ici qui sont épinglées, donc voilà, les classiques, voilà, applications de communication, mon explorateur de fichiers qui ressemble globalement à ça, voilà, c'est Dolphin. Pareil, c'est un truc que j'aime beaucoup sur KDE, c'est que il y a Dolphin qui est tout simplement un truc ultra complet. Comme vous voyez, j'ai pu réépingler tous mes dossiers ici. J'ai ici bah, mon NAS par exemple, tout qui est monté au démarrage via le FSTab. Enfin voilà, je me suis amusé à faire un petit truc vraiment sympa, qui a beaucoup du coup de fonctionnalités, qui est personnalisable là-haut. Vous voyez qu'ici j'ai ouvert un terminal ici par exemple. Voilà, les options de tri, les options d'affichage. Voilà, j'ai vraiment essayé de faire un truc qui est pratique à utiliser au quotidien. Tout simplement. Ensuite, si on continue un peu, du coup, bah on a mon terminal. Alors c'est le terminal de base, je trouve qu'il est très bien. Voilà, c'est la console. Bon bah écoutez, voilà, c'est un terminal. Évidemment, j'utilise Firefox, hein. Si j'utilise Linux, je peux utiliser Chrome. Pareil, avant j'utilisais OneNote, mais bon, on va dire que OneNote sur Linux c'est vraiment dégueulasse parce que il existe des applications, voilà, qui permettent de se connecter à OneNote Online, c'est dégueulasse, voilà. Ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup j'ai une instance Joplin qui tourne sur mes serveurs et qui me permet du coup de faire une synchro hors ligne directement sur ce petit serveur, ce qui me permet également du coup d'avoir le même bloc-notes sur absolument tous mes appareils, notamment aussi sur mon téléphone, et que tout soit auto-hébergé. Donc voilà, j'aime beaucoup ce truc là. J'ai Putty aussi, alors non, c'est pas à travers Wine, hein. Normalement Putty n'existe pas sur Linux, mais il y a eu un port qui a été fait par quelqu'un. Vous voyez, c'est exactement la même chose pour se connecter par exemple aux interfaces série. Voilà, je trouve ça extrêmement pratique, voilà, je m'en sers assez souvent. Pareil, alors là il y a marqué Advanced IP Scanner, mais non, c'est Angry IP Scanner, j'ai juste changé l'icône parce que j'ai l'habitude, mais globalement ça fait la même chose. C'est les petits logiciels que j'utilise au quotidien, exactement pareil pour Remina. Voilà, Remina qui est en fait l'icône de MSTSC, c'est tout simplement un gestionnaire, voilà, de connexion à distance, et puis du coup ça me permet de me connecter par exemple à mon RDS qui est une VM Windows. Si je fais double-clic dessus, voilà, ça me permet très rapidement d'arriver. Alors voilà, j'ai flouté 2-3 petits trucs un peu perso, mais globalement voilà, ça me permet d'avoir un Windows à disposition qui est du coup très fluide. Voilà, si j'ai envie de faire tourner une petite application, bah genre Paint.net tout à l'heure, voilà, quand j'ai fait ce fond d'écran, ça me permet de le faire tourner rapidement sans avoir à démarrer une VM sur mon PC. Je trouve ça super pratique. Ça globalement c'est pour ce que j'utilise le plus souvent au quotidien, mais vous avez peut-être vu aussi dans mon menu démarrer. Voilà, quelques logiciels que j'utilise. Déjà j'ai un peu personnalisé sur le côté
côté, vous voyez, là j'ai mes disques, mon moniteur système, etc. J'utilise OnlyOffice à la place de la suite Office, tout simplement. Ça permet d'ouvrir des docx et puis c'est super complet. Je vais vous montrer. Voilà, pour le coup, c'est vraiment Word. Hein, voilà, il y a pas plus semblable que Word, mais franchement, ça marche super bien. C'est juste qu'il n'y a pas toute la merde de OneDrive dedans, et bah franchement, ça fait plaisir. OBS, évidemment, le logiciel qui marche tout le temps, partout. C'est voilà, c'est l'un des meilleurs logiciels du monde, je trouve, ce truc. Mon gestionnaire de mots de passe auto-hébergé, bien évidemment. Voilà, j'ai un peu tout Telegram. J'utilise aussi le client Vestop, qui n'est pas du coup le client officiel, bah du coup de Discord, parce que je trouve qu'il marche un petit peu mieux pour le coup. Il est plus optimisé, surtout sur Linux, donc voilà, c'est ce que j'utilise. Anydesk qui marche très bien aussi, Wireshark évidemment, Audacity dont je me sers souvent, et puis vous voyez, en fait, j'ai tous les programmes dont je me sers assez souvent, Spotify, MultiMC, bonjour, Desk. Ça, c'est une version de GIMP qui ressemble un petit peu à Photoshop. Alors j'avoue que je m'en sers pas souvent de PhotoGIMP, mais du coup ça permet d'avoir tous les raccourcis et toutes les icônes ici de Photoshop, donc voilà, ça le rend un peu plus utilisable parce que vraiment j'ai beaucoup de mal à comprendre GIMP en fait. Filezilla, y'a rien webcam. Alors j'ai essayé un peu Winboard, je sais pas si vous en avez entendu parler, si vous connaissez un petit peu, si vous êtes dans Linux. Ça permet de faire tourner des applications Windows sur Linux. Moi je trouve pour l'instant ça marche pas encore très bien, mais voilà, on va voir ce que ça donne. Là c'est quand j'utilisais encore OneNote. J'ai un peu de Chrome, un peu de tout. Pour mon imprimante 3D, pour essayer de monter des vidéos, même si ça marche pas super bien, comme je vais vous le dire. On verra. On a du coup Lutris qui permet du coup de faire tourner certains jeux Ubisoft. Voilà, pour l'instant j'ai juste Uno, mais voilà, ça fonctionne très bien. Vous voyez d'ailleurs que ça se voit que c'est un Flatpak, hein. Il a pas pris le thème du PC, hein. C'est bien une flashbang, c'est bien en blanc. Et puis globalement voilà, de toute façon j'utilise plus grand chose en soi sur mon PC, c'est juste voilà des outils réseau et puis quelques programmes qui me facilitent la vie. Mais globalement je fais beaucoup de choses en web, et dès que je veux faire du montage, bah c'est sur Windows, enfin, vous verrez ça plus tard. J'ai ici du coup ma petite zone de notification. Alors j'ai fait comme sur Windows, j'en ai enlevé pas mal. Ici j'ai mon indicateur de micro, tout simplement, ça me permet du coup de muter mon micro avec le côté de ma souris. C'est ce que je faisais déjà sur Discord avant sur Windows, mais là du coup ça mute sur tout le système. Regardez, si j'appuie sur le côté de la souris, bah ça coupe mon micro. Voilà, pareil, j'ai des petits trucs qui se cachent ici, donc voilà, c'est très utile. Autre chose aussi que vous voyez pas sur cet écran là, mais que vous pourrez voir du coup sur un autre écran, je vais vous mettre des images juste ici, c'est une petite icône de micro qui me permet d'allumer et d'éteindre mon compresseur à ma guise, tout simplement. Je rappelle, mon compresseur c'est un DBX 286S, voilà, qui me permet de connecter mon micro. Et le problème de ce truc là, c'est qu'il n'y a pas de bouton pour l'arrêter dessus, voilà, il n'y a pas de switch on-off. Du coup ce truc là, ça fait bien longtemps qu'il est sur une prise connectée, quand je m'en sers pas je l'éteins, et le truc c'est qu'avant je l'allumais avec mon Stream Deck, mais vu que mon Stream Deck n'est plus branché à mon PC, et bah du coup j'ai trouvé une autre solution, c'est-à-dire que j'ai un petit widget sur la barre des tâches en fait, qui me permet du coup, quand je clique dessus ça allume la prise connectée, quand je reclique dessus ça l'éteint, et voilà, c'est tout simple en fait, mais ça m'évite de me traîner le Stream Deck, donc je trouve ça plutôt pas mal. J'essaye tout simplement de trouver des solutions aux problèmes que j'ai, et voilà, je trouve que ça marche plutôt bien. Un truc que j'adore vraiment avec cette distribution, c'est tout simplement la gestion des paquets. Alors oui, la plupart des gens vous diront d'aller là-dedans et de faire sudo apt update, de taper votre mot de passe, et puis de mettre à jour votre système comme ça. Ça, je le fais certes, mais ce que j'aime beaucoup avec cette distribution, c'est qu'il y a un truc qui est génial qui s'appelle Discover. Alors ça, c'est le gestionnaire de paquets, et ce truc-là, donc déjà, il vous permet d'installer des paquets et de l'avoir de plusieurs sources différentes. Par exemple, si j'ai envie d'installer Kdenlive pour faire du montage vidéo, ce que je ne ferai pas, hein, je peux l'installer bah du coup avec la source Deb, la source de base, voilà, des paquets Debian, mais je peux aussi aller chercher le Flatpak et le Snap. Alors le Snap, on va peut-être éviter, mais par contre le Flatpak, bah du coup ça me permet des fois, par exemple avec Audacity, la version Debian est toute pourrie et ne reconnaît pas mes périphériques audio, et ben je l'ai téléchargé en Flatpak et ça marche du feu de Dieu. Donc voilà, ça me permet aussi de choisir ici, ça j'aime beaucoup. Je sais que les puristes Linux d'habitude ils aiment pas utiliser Discover, mais franchement je trouve que c'est plutôt bien foutu. De toute façon ça fait exactement la même chose que si vous faisiez sudo apt install Kdenlive, hein, ça fait exactement la même chose, ou sudo snap install, etc. Enfin voilà, ça fait exactement ça. Pareil, si je vais dans mise à jour ici, et ben je peux mettre à jour tout mon système. Alors ça fait pareil, hein, ça fait un sudo apt update et upgrade, sauf que ça le fait en graphique, donc déjà c'est tout joli, et surtout c'est un truc que j'adore ça, les mises à jour sur ce système, c'est une folie comparé à Windows. Je vous mens pas, j'ai fait exprès à un moment donné de laisser mes mises à jour pourrir, de plus les installer pendant super longtemps, donc il m'en a téléchargé plusieurs gigas d'un coup, mais par contre, bah je vous mets la vidéo en même temps en temps réel, ça a pris littéralement même pas quelques minutes, je crois même pas 1 ou 2 minutes, enfin ça va d'une rapidité, et après voilà, une fois que c'est terminé, paf, tout est à jour, et ça te fait pas chier, ça te demande pas de redémarrer, parce que c'est le gros avantage avec Linux, ça fonctionne pas avec des clés vraiment de registre comme avec Windows, c'est juste que c'est un paquet qui est mis à jour, donc tu n'as pas besoin de redémarrer, sauf quand tu changes de kernel, ce qui arrive pas souvent sur Debian, donc c'est juste génial. Les mises à jour, elles sont là, t'es jamais obligé de les faire, et quand tu les fais, ça prend 2 secondes. Donc ça, voilà, c'est vraiment un truc que je surkiffe avec Linux. Je ne me fais plus jamais chier avec mon ordi qui essaye de se mettre à jour, et ça, c'est trop bien. Et évidemment, pendant le montage de cette vidéo, je redémarre sur Windows, et évidemment, quand je veux revenir sur Linux...
Un petit truc aussi que je m'étais noté que j'adore, c'est le Network Manager, ce truc ici. Alors j'ai flouté des trucs un peu privés, mais en fait c'est tout simple, c'est-à-dire que j'ai du coup mon interface du coup Docker dont j'avais utilisé avec Winbot, mais surtout voilà, j'ai ma NIC Ethernet ici, donc là jusqu'ici rien de spécial. Je peux aller configurer tout ça en cliquant ici, je peux aller changer l'IPv4, etc. Enfin jusqu'ici c'est comme Windows, sauf que c'est plus simple d'y aller parce que t'as pas 10 000 menus, hein, voilà. Mais surtout, regardez ce que j'ai ici, VPN WireGuard. En fait, je n'ai même pas besoin d'un client VPN WireGuard, je peux tout simplement utiliser l'outil système intégré pour me connecter à des serveurs WireGuard. J'ai même pas besoin d'avoir le petit truc qui tourne et c'est génial et ça marche trop bien. C'est vraiment un truc qui est bien foutu, je trouve, c'est que bah voilà, tout est intégré, voilà, je trouve ça vraiment sympa. Et donc comme je vous disais, eh ben tout ce que je ne peux pas utiliser sur Linux ou ce qui est un peu trop pourri à utiliser sur Linux, eh ben j'utilise le RDP quand j'ai besoin du coup de me connecter à des applis qui prennent pas beaucoup de ressources. Je vais pas faire du montage à travers du RDP, mais juste bah je trouve que ça fonctionne super bien. J'avais même testé à un moment lors de mon épopée Linux de mettre un second GPU, de mettre un petit GPU, une 1050 Ti Nvidia dans mon PC et de créer une VM sur le PC qui utilise ce GPU là et puis de parsec dans la VM sur mon PC. Je me suis dit comme ça je vais pouvoir faire du montage à travers parsec du coup qui permet d'avoir un truc ultra fluide et d'ailleurs c'était le cas, hein, j'avais genre mes 3 écrans à 240 Hz connectés sur la VM Windows qui tournait, c'était super sauf jusqu'au moment où ça m'a briqué mon système donc voilà, faut pas trop bidouiller non plus, faut pas trop en demander à Linux mais la proof of concept était très très cool et donc je me suis dit pour l'instant c'est plus simple de juste redémarrer pour faire le montage des vidéos. Mais voilà globalement à quoi ressemble mon PC pour l'instant et franchement ça fait 3 mois que ça tourne et le machin tourne super bien, juste voilà, je surkiffe. Je trouve que j'ai plutôt bien répliqué mon environnement Windows et franchement bah maintenant je suis beaucoup plus habitué à ça que Windows, je suis vraiment beaucoup plus à l'aise donc voilà. À part ces fonds d'écran un peu bizarres, hein, vous savez c'est Bing, hein, voilà. Je peux me plaindre que d'une chose et c'est de la faute de Microsoft. Impeccable. Voilà, sur ce je vous rends la facecam. Donc voilà pour mon installation Linux actuelle. Alors je sais pas si je vais rester toute ma vie sur Linux, hein, je peux rien vous promettre, mais si je fais cette vidéo c'est que pour le coup je suis plutôt confiant. Maintenant on va voir pourquoi c'était si compliqué de passer sur Linux. Déjà si vous avez essayé réellement de passer sur Linux, vous savez. Si vous avez jamais essayé, vous devez juste savoir que si vous voulez passer sur Linux, il faut s'attendre à ce qu'il y a des trucs qui marchent juste pas. Voilà, c'est tout. C'est le gros problème que j'avais avec la plupart de mes tentatives par le passé, c'est que j'essayais de faire fonctionner mon Linux exactement comme mon Windows. Sauf que ça, c'est juste pas possible. Il faut s'attendre, si vous passez sur Linux, à ce qu'il y ait juste des trucs qui marchent pas. Ce qui déterminera si vous pouvez passer sur Linux, c'est si vous arrivez à faire abstraction de ces choses qui marchent pas. Et ça, je l'ai appris que tardivement. Petite liste des trucs qui n'ont pas fonctionné de manière non exhaustive et dans un ordre aléatoire. Problème numéro 1, impossible de faire fonctionner le Wake on LAN sur ma NIC Aquantia sur Linux. Même avec tous les tutos du monde et toute la bonne volonté du monde, impossible de faire marcher le Wake on LAN. J'ai passé des heures sur les forums. Sur Windows, le port Ethernet restait allumé en 10 mégas quand mon PC éteint juste pour attendre le Magic Packet. Sur Linux, il se coupait. Oui, j'avais activé dans les réglages le truc, j'avais tout fait. Ça ne marchait pas. Et comme vous savez, moi le Wake on LAN, j'en ai vraiment besoin puisque mon PC, il est dans ma cave. Et du coup, bah, je me sers de mon téléphone pour allumer mon PC quand j'arrive devant. Solution un petit peu dégueulasse, j'ai fini par mettre un relais connecté au bouton d'alimentation de mon boîtier. Et ça marche super bien. Je vous présente mon Wake on LAN. Ah putain, j'adore. Je me suis rendu compte en fait en fouillant un petit peu que j'avais ça dans un placard et que littéralement, bah, en fait, le bouton d'un PC, c'est ces deux fils qui se touchent. Et vu que pour faire le Wake on LAN avec mon téléphone avant, bah, j'utilisais Home Assistant avec un widget, j'ai ajouté ce petit truc là dans Home Assistant et... Tada! Bon là il y a eu un peu de délai, mais en vrai avec une automatisation, ça fonctionne quoi. Voilà, et du coup je vais vous montrer une autre astuce, du coup pour comment je vais raccorder ça en merde à mon PC. Ensuite la technique c'est que tu prends un vieux PC, un boîtier vide qui sert à rien. Dans tout ce bordel tu trouves le connecteur, enfin avant de trouver le connecteur tu utilises ta petite pince coupante. Là, donc là, on va être gentil, on va prendre Power Switch. Bon là où c'est con c'est qu'il y a tout qui vient avec quand même, c'est dommage mais je suppose que ce sont ces deux fils là. Du coup tu prends ton meilleur ami, la pince coupante et tu fais comme ça. Et je vous jure là c'est du Wake on LAN hein. Hop, voilà, tu as ton petit truc, c'est super. Ensuite, bon bah tu poses tes abonnés sur la baie parce que tu n'as pas de trépied. Ça te permet de dénuder un petit peu, voilà, les fils parce que de toute façon t'en auras besoin. Donc là il est bien marqué comme c'est le commun au milieu, donc là faut toujours avoir un fil de branché. Après tu as normalement fermé, normalement ouvert. Nous ce qu'on veut c'est que du coup ça ferme que quand on appuie sur le bouton, donc il va falloir que je le mette sur normalement ouvert pour que normalement ça soit ouvert. Après je vais pas vous expliquer les relais. Donc évidemment la moitié de l'écran ne sert à rien, mais ça c'est tout à fait normal, hein, c'est la procédure officielle. Donc tu branches sur normalement
normalement ouvert est commun. Magnifique fil, ouais, je suis pas bien sûr de ça. Bon bref, tu les tiens, voilà, comme ça en mode dégueulasse, et là tu refermes. Voilà, normalement ça ne pose pas de problème, cette partie-là. T'as tes petits fils. Pourquoi ça fait pas la mise au point cet iPhone 2? Mais sans déconner, là, tu la vois pas, la mise au point? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, alors bien évidemment, t'as toujours pas trouvé de solution à ce problème-là, hein. Donc bon, il va falloir un petit peu improviser. Là où c'est bien chiant, c'est qu'il faut enlever la vitre. Donc, évidemment, là, ça c'est la partie vraiment mais super fun, hein. Et hop, voilà, après... Tac. Donc après ce que tu fais, bah tu prends ton super connecteur et là tu pleures un peu parce que tu sais pas où ils sont les connecteurs pour ça. Putain, fait chier. Bon, alors là évidemment t'as besoin de ta lampe torche pour aller regarder, donc voilà, ne faites pas attention à la poussière, surtout c'est très important. Je dirais que c'est là-dedans. Ah. Putain, c'est inaccessible. Non, parce que là, du coup, il y a tellement de merdier que... Bonjour Ecoflo. Il y a tellement de merdier que tu ne peux pas passer, en fait. Ou alors, je m'assois dessus. C'est ce que je vais faire, d'ailleurs. Allez, on s'assoit sur les sponsors. Ah, ça me pète les couilles. C'est quoi la rêve de ma carte mère? J'en ai aucune foutre idée, putain. Et puis, avec ce truc énorme, on voit rien, bien sûr. Déjà, je sais que c'est une Aorus. Master, ouais. Donc, évidemment, un petit écran pour aller chercher un manuel, c'est super pratique. Donc là, évidemment, ton super Wi-Fi fait en sorte que ça charge de fou, là. Putain, mais frère. Oh, tu fous quoi, là? Tu fous quoi? Je crois que c'est juste le site d'Aorus hein, qui aime pas. Oh putain. Bon, j'ai pas filmé mais faut me croire c'est bon là je l'ai mis en fait. Hein. J'ai regardé le schéma parce que ouais, c'était un enfer. Et en fait ce qui se passe là c'est que le module il est dans le PC comme vous voyez. Et à travers les slots PCI, il y a le câble d'alimentation qui ressort. Et qui arrive pour l'instant branché sur ce serveur. Alors posez pas de questions, c'est du temporaire. Et sur Home Assistant j'ai fait une petite automatisation comme vous pouvez le voir. Donc juste voilà, j'active le relais, j'attends et je l'éteins plusieurs fois pour être sûr que voilà le paquet réseau il passe bien. Donc en théorie si je fais ça... Ouh, allume-toi. La question c'est est-ce que ce merdier est alimenté avec ce serveur? Je vais essayer en appuyant là. Effectivement, il n'est pas alimenté. Putain! Le problème c'est que le PC lui-même ne va pas l'alimenter non plus. Il n'y a pas de prise USB sur ce merdier. Bah non. Oh si, je sais! Il y a un USB derrière les téléphones. Oh, et ça, je sais que ça sera alimenté. Putain! Il n'y en a pas sur celle-là? Ah, c'est super. Putain! Il y a la box, mais c'est beaucoup trop loin. Enfin, genre, j'ai pas assez de... mon Switch, là, il a pas d'USB. Il y a quelqu'un ici? Non, pas toi non plus. Ah, putain. Toi, t'es éteint. Oh, coucou. Putain, ah, il y a lui. Bon, la flemme, hein. Pareil, c'est trop bas, ça me fait chier. Ah bon, la question, c'est est-ce que j'ai le choix? Pour l'instant, j'ai l'impression que pas tellement, hein. Ah là, il y aura jamais de vidéo cable management là-dessus, ça, je peux te l'assurer. Ah, mais là, ma belle va plus jamais fermer. Oh, c'est chiant. Ça me saoule, il y a pas une putain de prise USB là, quelque part. Sur le compact, mais pareil, c'est trop loin. Putain, mais vous êtes vraiment en train de regarder une vidéo sur un mec qui cherche une putain de prise USB, c'est fou, là. Je suppose que je vais rechercher les rallonges. Bon, c'est le Forti, hein, qui fait. Là. Et ça va en bas. Il y a un câble plus long, ça devrait le faire maintenant. Hein. Et rappelez-vous les enfants, c'est du temporaire. Essayons le dit Wakenlan. Oh, oh, c'est génial. Mais c'est trop bien. l'IPMI avant l'heure, moi je vous le dis. Non, en vrai, là où c'est cool, je sais que là, cool, non, mais cool, c'est que c'est pas du tout lié au réseau, pour le coup. Enfin, du coup, c'est quand même lié au Wi-Fi, hein. Est-ce que cette pute de borne, elle fonctionne? Ce que je veux dire, c'est que c'est pas lié, genre, à la carte réseau, au Magic Packet, qui aurait un problème ou je sais pas quoi. Même si le PC est dans un free state absolument complet et que je ne sais pas pourquoi, il faut que je le redémarre, par exemple, au bouton. Bon, bah là, le bouton, il sert plus à rien, vu qu'il est débranché. Mais pour le coup, si je veux le redémarrer au bouton quand il est vraiment frozen, je peux le faire via le relais. Et du coup, je peux le sortir d'un crash. Là où avant, quand j'avais un vrai crash, bah, je venais là et j'appuyais là sur les boutons. Et ben là, je pourrais utiliser le relais. C'est absolument dégueulasse, mais j'adore. Donc voilà pour ma solution Wakenlan. Maintenant, moi, comme un connard, je vais tout ranger. Salut. Donc voilà les enfants, quand il n'y a pas la solution, quand les putains de pilotes Marvel de merde ne veulent pas faire du Wakenlan, que personne sur internet a trouvé la solution à votre problème, n'abandonnez pas. Trouvez une autre solution. Et surtout, depuis que j'ai écrit cette vidéo et que Debian 13 est sorti, du coup, le Wakenlan marche magiquement. Voilà. Problème numéro 2, j'avais une soundboard avec Voicemeeter. Voicemeeter n'existe pas sur Linux. Solution, je me passe de Voicemeeter et je n'utilise même plus de soundboard. Sur mes précédentes tentatives, j'utilisais mon Stream Deck avec Stream Deck UI pour genre commander mon Home Assistant par exemple, mais de toute façon depuis j'ai complètement enlevé mon Stream Deck, comme ça bah j'ai plus le souci. Et globalement c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir avec Linux, hein. C'est soit vous arrivez à trouver des solutions, soit faut juste vous passer de certaines choses. Et franchement, ça m'a permis de comprendre qu'il y a beaucoup de logiciels que j'utilisais qui étaient franchement pas forcément utiles. Genre Voicemeeter c'est cool,
mais j'en ai pas besoin. La soundboard, bah c'est pareil, la plupart de ce que je peux faire de toute façon c'est dans un navigateur, donc franchement ça passe plutôt bien au final. Bon par contre il y a bien un truc qui est vraiment irremplaçable pour moi, c'est la suite Adobe. J'ai bien essayé de monter un bout de cette vidéo et même de vidéos précédentes en passant par DaVinci Resolve qui est compatible sur Linux, mais franchement j'y arrive pas. Déjà parce que DaVinci Resolve sur Linux c'est pas le DaVinci de Windows, hein, non ça marche beaucoup moins bien. Et surtout, bah ça fait quasiment 10 ans, jour pour jour, que j'utilise Adobe Premiere Pro de manière quasi hebdomadaire. À une époque je faisais même 3 vidéos par semaine, hein. Putain, quelle époque. Donc pour le coup, Premiere Pro c'est vraiment un truc que je peux utiliser les yeux fermés. Et c'est pour ça que je ne peux pas vraiment passer à autre chose. J'ai trop l'habitude et ce serait un trop grand investissement en termes de temps, juste pour pas grand chose au final. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je fais quasiment plus de vidéos, donc franchement, la flemme de réapprendre complètement mon logiciel de montage juste pour 2 vidéos par an. Autant faire comme je fais actuellement, c'est-à-dire avoir un dual boot qui me sert juste à rebooter sur Windows pour monter mes vidéos. Bref, je vous passe un nombre de détails incroyables sur cette épopée parce que sinon la vidéo elle va faire 10 ans, mais globalement mon expérience sur Linux avec les logiciels a été vraiment galère et j'ai vraiment dû faire un retour aux sources pour n'utiliser que ce dont j'avais vraiment besoin. Et pour le coup, ça fait pas mal de bien. J'ai appliqué une sorte de minimalisme sur les logiciels que j'utilise, je me passe des logiciels qui sont superflus, et du coup ça va vraiment bien. Tout ça pour me concentrer sur l'essentiel. Petit point jeux vidéo quand même, je sais que c'est une grosse question que vous allez avoir, pour le coup je suis plus vraiment un gros joueur de jeux vidéo et le peu de jeux que j'ai essayé de faire tourner ont super bien tourné. Notamment avec la couche de traduction Proton qui est disponible dans Steam, ça aide beaucoup. Si on prend Minecraft par exemple, ben c'est natif, hein, c'est Java donc ça tourne super bien. Je vous remets des images, hein, mais globalement, en bidouillant un petit peu avec Lutris par exemple, ben, j'ai réussi à faire tourner Uno de Ubisoft qui de base n'est vraiment pas prévu pour tourner sur Linux. Même Golf It, ça allait super bien. Là, c'était grâce à Proton sur Steam. Enfin, ouais, franchement, j'ai vraiment pas eu de soucis. J'ai eu beaucoup de chance, je pense, mais ça, c'est pas un point qui m'a dérangé. Les gars, il y a un truc à jouer, hein. Avec l'autre map. Salope. Salope. Pour moi, les jeux sur Linux, c'est validé. Pour moi, hein. Globalement sur mon PC, j'ai juste soit trouvé des alternatives, soit arrêté d'utiliser les trucs que j'utilisais, soit pour Adobe par exemple, eh ben je dual boot. Enfin je dis Adobe, c'est vraiment Premiere Pro pour les montages, hein. Par exemple si j'ai rapidement envie de faire un truc sur Photoshop, j'utilise un super truc, mon RDS. Ce que j'appelle mon RDS, c'est juste une VM Windows qui est sur mon Proxmox et je m'y connecte en RDP. Hein. Mais du coup c'est une bonne solution, j'ai pas besoin d'avoir la VM qui tourne tout le temps sur mon PC, c'est pas comme une vraie VM Windows où genre t'es obligé de la démarrer à chaque fois, là juste elle est allumée sur mon Proxmox et je m'y connecte quand j'ai besoin de faire un petit truc. Maintenant après tout ça, la question que vous allez vous poser c'est vous, chez vous. Est-ce que vous devriez passer sur Linux? Suis-je devenu un barbu qui ne prêche que pour Linux? Je vais pas commencer à faire le fanboy, hein, si vous utilisez la suite Adobe ou beaucoup de jeux qui ont des anti-cheats et qui doivent tourner sur Windows, non. Si vous vous considérez comme un power user mais que vous aimez pas bidouiller, non. Après, comme j'ai pu le dire, hein, pour l'instant, mon Debian est vraiment plus stable que mon Windows. Donc franchement, niveau stabilité, si vous utilisez pas Arch Linux ou vous faites pas n'importe quoi, ça va vraiment bien. Le conseil que j'aurais pour vous, c'est premièrement, tester en VM. Assurez-vous que tous les logiciels que vous utilisez, ils peuvent tourner sur Linux, parce qu'on peut avoir des surprises. Et le cas échéant, si c'est des petits logiciels, bah faites comme moi, je suppose que vous avez déjà un Homelab, et ben mettez juste une VM sur un serveur, et vous RDP la VM. Et franchement, ça va vraiment bien. Après, c'est sûr, ça a vraiment un côté sympa d'utiliser autre chose. Moi, pour le coup, ça m'a vraiment appris. Et si vous êtes dans le domaine du sysadmin, c'est vraiment une option à considérer. Testez, hein, branchez un autre SSD sur votre PC et installez-le à côté de Windows. Mais dites-vous bien qu'il y a des trucs qui marcheront pas. Ne faites pas comme moi, hein, ne partez pas sur Linux en espérant qu'il fonctionne exactement comme fonctionnait votre installation de Windows. Hein. Ça sera juste pas le cas. C'est un OS différent, il faut penser différemment. Posez-vous bien la question, est-ce que j'ai besoin de ça? C'est cool de l'avoir, mais est-ce que j'ai besoin de ça? Par exemple, ShareX, super programme, n'existe pas sur Linux. Est-ce que j'en ai besoin? Non. Je prends une alternative, moi j'ai pris Flameshot. ShareX c'était mieux. C'est pas grave. Voicemeeter, est-ce que c'est vraiment essentiel? C'est un programme super cool, hein, je vous en ai déjà parlé en vidéo, j'adore ce truc. Mais j'en ai pas besoin au quotidien. Putain. Voilà, c'est juste que si vous voulez switcher, il faut avoir cette philosophie en tête. Bref, et moi? Est-ce que je vais rester sur Linux? Honnêtement, je pense que oui. Ça me plaît vraiment de pas être attaché à Microsoft en permanence, là. Et oui, je sais que je suis attaché à Google, mais Google ne fait pas un OS de bureau x86 qui me casse les couilles H24. Donc je sais pas, c'est un peu différent. Après, j'arrête pas complètement d'utiliser Windows, hein. 8 heures par jour au taf, je vais continuer à malheureusement utiliser Windows 11. Et du coup, de toute manière, je verrai bien l'évolution que l'OS prend. S'il faut un vrai retour aux sources dans un OS style Windows 7 où c'est juste un OS qui est focus productivité, ah, peut-être que la question elle pourra se poser, oui. Mais vu les leaks de ce que sera probablement Windows 12, c'est-à-dire une merde fourrée d'IA, ah non merci, j'en veux pas. La conclusion, c'est que je n'avais pas envie de vous faire une vidéo, je passe sur Linux pour repasser sur Windows 2 semaines après. C'est pour ça d'ailleurs que cette vidéo elle est dans les tuyaux depuis 2021, c'est que pour le coup, aujourd'hui sans compter de rares occasions, ça fait quasiment 6 mois que j'utilise Linux sous plusieurs formes différentes. Sur mon PC principal, hein, j'entends, et du coup, bah...
Ça fait vachement de bien. Pour le coup, c'était pas un titre mensonger, hein. Je suis vraiment passé sur Linux à plein temps sur ma machine principale. Et ça, c'est juste génial. Et vous savez aussi ce qui tourne super bien sur Linux? Eh bien, c'est discord.emotech.fr. Je n'avais plus d'idées. Bon, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura au mieux inspiré, au pire diverti. Et quant à moi, je vous dis salut à tous, et à la prochaine!